Climat ouvert, en fait, c'est un projet européen qui est né du constat qu'en Flandre transfrontalière, donc Flandre française et Flandre belge, il existe, enfin en tout cas on partage un patrimoine commun autour des paysages. Et donc des paysages qui sont à la fois sensibles, fragiles, qu'il faut préserver et faire découvrir également. Donc les acteurs du territoire se sont mobilisés autour de ce projet européen avec comme objectif de créer une grande aire de randonnée pédestre au sein de ces paysages et qui serait basée sur l'observation, la compréhension des paysages et aussi avec une approche qui est fondée sur l'expérience. Donc le projet et ses principaux enjeux. Climat ouvert, ça s'inscrit dans le programme Interreg 6, donc France, Wallonie, Vlaanderen, et il fait partie d'un projet, d'un portefeuille projet, donc le portefeuille projet Utopia, qui a pour objectif de renforcer la résilience dans les paysages et l'adaptation des territoires face au changement climatique en Flandre transfrontalière. Donc il est constitué, ce portefeuille projet, de 5 sous-projets. Et les 4 premiers donc Climat Mont, Climat Isère, Climat Ville et Climat Dune, qui représentent les différentes entités paysagères de la Flandre transfrontalière et qui vont plutôt traiter des aspects de biodiversité, de préservation de ces paysages. Et Climat Ouvert arrive un petit peu comme un lien entre tous ces projets pour révéler ces paysages par le biais de la randonnée. Donc les objectifs principaux du projet, c'est de développer un tourisme respectueux de ces paysages, de favoriser aussi un tourisme de proximité et la mobilité douce aussi pour limiter tous les impacts sur l'environnement, de proposer aussi des outils de découverte, de lecture de ces paysages pour mieux les comprendre et aussi de contribuer au bien-être des habitants de cette Flandre transfrontalière par le biais de la randonnée. Donc le cadre du projet, donc on est 13 partenaires et donc 2 partenaires associés, désolé. On va changer la slide d'après. Les partenaires belges, donc avec le chef de file Westour, qui est l'organisme touristique de la Flandre occidentale, donc la province de Flandre occidentale pour la Belgique. Et ensuite, on a des partenaires qui sont plutôt issus des communes, des villes, donc Poperinge, Oud-Ulst, Langemarck, Polkapelle, Dixmude, Loreningue et Coxide, et un partenaire privé, Dingdong, qui gère le site de Cosmos à Heuveland. Du côté France, donc le département du Nord, qui est coordinateur du projet pour le versant français, on est plutôt à l'échelle des intercommunalités, une échelle plus grande avec plus de petits villages. Donc la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, Cœur de Flandre Agglo, la communauté de communes Flandre-Lys et le CAUE qui intervient sur tous les projets climat en tant que pour leur expertise notamment sur l'environnement, le paysage, l'architecture. Alors en partenaire associé, on en a 2. On a la province de Flandre occidentale qui est sur le projet Utopia, donc qui est dans tous les projets constitutifs d'Utopia. Non, c'est pas grave. Et Destination au cœur de Flandre, qui est l'office de tourisme pour le secteur de la Flandre intérieure côté français. Donc, Climat ouvert, c'est un budget à peu près de 4 millions d'euros qui court depuis 2024 jusqu'à 2028. Donc, on est à peu près à mi-chemin sur le projet et vous allez voir qu'il y a quand même encore pas mal de questions auxquelles peut-être, voilà, que ça va peut-être susciter des questions. On n'a pas forcément toujours les réponses pour le moment parce qu'on est encore en cours de construction et de réalisation. Donc avec évidemment une participation à hauteur de 60% de l'Europe sur le projet. Ouais, c'est pas grave. Merci. Les grands enjeux, on en a parlé juste avant avec les autres projets. Effectivement, Climat ouvert, ça répond aux enjeux environnementaux et aussi de durabilité vers un tourisme plus durable. On peut proposer d'observer les paysages plutôt que de les traverser. On peut aussi valoriser le tourisme local et aussi la mobilité douce. Ça répond aussi des enjeux pédagogiques et culturels, sensibiliser les habitants, le jeune public, aussi à comprendre son paysage. C'est aussi une façon de former finalement les touristes et les habitants de demain.
Et ça répond aussi à des grands enjeux sociétaux, hein, puisqu'on a vu l'évolution des pratiques touristiques, notamment après l'épisode du Covid, avec des grandes tendances qui s'accentuent, notamment la volonté de redécouvrir son environnement, de se reconnecter à la nature, mais aussi il y a une recherche aussi de sens dans la façon dont on va faire du tourisme, recherche d'expérience. On n'est pas uniquement spectateur, on veut être aussi acteur de sa découverte, on veut chercher à donner du sens à ce qu'on découvre. Et ça, c'est vraiment très important, c'est vraiment une grande tendance dans la façon aussi dont on aborde maintenant les projets touristiques. Et puis c'est aussi la démocratisation du tourisme ludique. On en a parlé, la gamification, la ludification, c'est important parce que c'est une pratique qui s'étend à la fois pour les familles, mais aussi pour les jeunes adultes. On en a parlé précédemment. Et puis ça répond aussi à des enjeux économiques, évidemment. Hein, la randonnée, ça permet aussi de drainer des flux touristiques en dehors des grands sites majeurs et d'aller peut-être aussi générer des retombées économiques dans des zones plus rurales, moins fréquentées habituellement. Donc quelques chiffres hein, pour un petit peu appuyer mes propos. Hein. On a notamment une étude de la Fédération française de la randonnée pédestre en 2025 qui montre quand même que 35% des Français pratiquent la randonnée sportive. Donc, sportive, ça va être plus de 25 km par jour. Et puis qu'il y a quand même 60% des Français qui pratiquent au moins une fois par an la randonnée. C'est intéressant comme chiffre, ce qui veut dire quand même qu'on a un public face à nous qui attend cette proposition. Et puis un chiffre aussi d'Atout France qui est intéressant. Alors 80% des Français associent vacances à repos, bon ça je pense que c'est un peu normal, à déconnexion aussi, mais aussi à nature. Et ça c'est intéressant parce que le touriste recherche de plus en plus à se reconnecter à la nature, à avoir des vacances en pleine nature. Et une étude de Booking. Booking, c'est un opérateur qui est intéressant pour le milieu du tourisme parce qu'ils ont quand même une grosse fréquentation, une grosse clientèle. Et donc, 82% des voyageurs qui fréquentent le site de Booking et qui ont accepté de répondre à leur étude souhaitent voyager de manière plus durable. Et donc, on se rend compte que finalement, ce projet, il s'inscrit vraiment dans les tendances actuelles du tourisme. Donc, notre public cible, c'est pareil, ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. C'est vrai que finalement, les habitants, c'est quand même un public majeur. Pourquoi parce qu'on est quand même sur une zone qui est très habitée. Si on prend les habitants de Belgique, la Flandre et puis du département du Nord, on a quand même un bassin de population assez important. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, le tourisme de proximité se développe aussi. Donc on a quand même aussi, ça a du sens aussi d'aller chercher les habitants aussi, et pour qu'ils se réapproprient aussi leur territoire. Les habitants, c'est aussi les professionnels du tourisme. C'est important aussi de les intégrer dans notre cible. C'est eux aussi qui vont devenir ambassadeurs de leur territoire et qui vont en parler auprès de leur clientèle. Et puis si on segmente un petit peu plus, on retrouve les touristes randonneurs qui sont à la recherche de sens, à la recherche de la reconnexion à la nature. Alors c'est pourquoi j'ai mis un peu j'ai ressorti un petit peu cette cible-là, parce que les randonneurs ne vont pas avoir forcément les mêmes besoins que les habitants ou que les touristes qui vont venir juste faire une balade d'une journée. Les vrais randonneurs, ils vont avoir besoin de services particuliers. Et dans le cadre effectivement de Climat ouvert, on a prévu aussi le développement de services pour ces randonneurs. Les jeunes, je l'ai dit, c'est aussi les touristes de demain, mais c'est aussi les habitants de demain. C'est aussi important de les sensibiliser aux enjeux environnementaux actuels et aussi à faire comprendre comment évolue leur territoire. Et les familles, on l'a dit aussi, les familles, c'est au sens large. Là aussi, on pourrait resegmenter cette catégorie-là. Ça fait partie des habitants. Mais dans les familles, on va avoir des familles avec des jeunes enfants, des familles avec des adolescents, des familles avec des papis-mamies, des familles monoparentales. On a tout type en fait de cibles dans la notion de famille. Et l'idée, c'est essayer de trouver aussi. Alors voilà, je parlais de produits touristiques, mais des produits qui vont répondre à tous ces types de publics. Donc plus concrètement, Climat ouvert, donc les grandes actions de Climat ouvert. Et notamment l'action, j'allais dire, charnière du projet, c'est la randonnée comme fil conducteur. Donc développer en fait les itinéraires de randonnée pour aller créer ces produits touristiques qui vont venir ponctuer le projet.
Et donc, il a été fait le choix de développer des itinéraires qu'on appelle les réseaux points nus. Alors, réseau points nus, je ne sais pas si tout le monde connaît, je vais juste faire une définition assez courte, mais vous pourrez aller vous renseigner si ça vous intéresse. En fait, c'est un maillage sous forme un peu de toile d'araignée qui permet à chaque intersection d'avoir un numéro. Donc ici, on a un point nœud avec le numéro 91, et on vous dit si vous allez à droite, vous allez au 50, si vous allez à gauche, vous allez au 92. Et voilà, donc par exemple ici au 25, et vous construisez votre itinéraire de randonnée vous-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une boucle, on n'est pas sur un linéaire, c'est à vous de construire vous-même votre envie de randonnée à la journée, sur plusieurs jours, à la demi-journée, à l'heure, c'est vraiment comme vous voulez. Donc on a des outils effectivement qui nous aident à faire, à tracer nos randonnées, donc des outils cartographiques, un planificateur d'itinéraire en ligne, et si on ne le voit pas sur la capture d'écran, mais en fait entre les barreaux apparaissent le nombre de kilomètres. Donc après, soit vous additionnez à la main, soit vous le faites avec le planificateur en ligne, mais en fait ça vous donne vraiment votre nombre de kilomètres. Et pourquoi on a choisi ce système de randonnée? Tout simplement parce que le jalonnement est identique de part et d'autre de la frontière. Effectivement, nous, nos GR, petites randonnées, tout ça, on a un système de fléchage français qui n'est pas le même en côté belge. Par contre, les réseaux points nœuds, oui, c'est le même système de jalonnement. Donc finalement, on passe très très facilement la frontière. Et là, on a une réelle aire de randonnée sans discontinuité au niveau des deux pays. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, en Flandre, on a déjà un maillage assez dense de réseaux points nœuds. On a déjà 5 réseaux points nœuds en Flandre française et il y en a 15 en Flandre occidentale. Si après on fait la Flandre orientale ici, on en a encore d'autres, mais en tout cas, de randonnée pédestre, puisqu'il y a aussi des réseaux points vélo, j'en parle pas ici, mais en tout cas, donc ça nous fait déjà 20 réseaux de randonnée. Et puis je vais vous expliquer un petit peu cette petite carte qui n'est pas très lisible, je pense, pour vous. Vous avez en vert pâle ici les réseaux de points nœuds existants. Et en vert pâle assuré, les projets, les projections, ceux qui vont être développés dans le cadre des projets. Et en orange assuré, ce sont les réseaux points nœuds virtuels. Virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de balisage sur place. C'est un choix qui est fait notamment dans des secteurs où il est difficile de de déployer du balisage réseau point nœud, puisque vous l'avez compris, il faut beaucoup de carrefours en fait pour pouvoir effectivement créer un point nœud. Et parfois, il y a des zones où plutôt on a des grands axes, peu de carrefours, et donc c'est pas forcément évident de développer un réseau point nœud. Mais par contre, sur cette zone-là, il va y avoir un point d'intérêt touristique intéressant. Et donc, c'est intéressant de faire une liaison pour rejoindre entre deux réseaux point nœud physiques, de faire un réseau point nœud virtuel. C'est le cas notamment ici, du côté d'Alverskerk, où on a à la base de loisirs qui est un équipement touristique assez intéressant avec la possibilité de faire des activités nautiques, avec des sentiers de randonnée aussi, avec le projet dans le cadre de Climat ouvert de créer une maison d'accueil des randonneurs et des randonneurs à vélo. Et donc c'était intéressant pour nous de développer cette aire, ces RPN virtuels. Et donc ce qui est intéressant avec cette carte, je ne sais pas si vous arrivez à bien vous orienter, mais en tout cas on voit qu'ici on a la frontière du Pas-de-Calais, le Marois, et on va pouvoir aller jusqu'au littoral belge et français par le biais de ce réseau de randonnée. Et donc un terrain de jeu magnifique pour développer tous les produits que vous voulez sur ce maillage. Voilà, et donc le RPN entre Monts et Marais flamand, qui est le dernier donc, chez nous en France, va être inauguré là prochainement. En tout cas, les panneaux sont quasiment tous posés. Mais dès 2026, on va pouvoir faire toute la Flandre intérieure par le biais des réseaux points. Sur notre base de réseau point nœud, on va développer des produits et notamment des produits expérientiels par le biais de points de vue, de belvédère. Après, c'est une question de sémantique, mais l'idée c'était de prendre un peu de la hauteur pour découvrir les paysages différemment. Plutôt que de traverser ces paysages, peut-être qu'en prenant un peu d'altitude, de hauteur, on va les voir différemment, puis on va découvrir des choses qu'on ne peut pas voir juste en suivant le sentier de randonnée. Donc 18 points de vue sont prévus sur ce paysage, et l'objectif c'est que ces points de vue sont entièrement gratuits pour le randonneur, puisqu'on sait que le randonneur, ça va être juste une petite pause dans le cadre de sa balade, et sont ouverts le plus largement possible.
Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait que les randonneurs n'ont pas forcément d'horaire. Donc, l'idée, c'est que ça soit ouvert le plus largement possible. Alors, il y a des contraintes. Voilà, vous allez voir, il y a plusieurs types de belvédères qui vont être aménagés. Il y a des contraintes. Donc, on fait le maximum. Parfois, effectivement, la nuit, ça sera fermé. Parfois, il y a des contraintes horaires quand même qui seront là. Mais l'objectif, c'est que ça soit ouvert majoritairement. Donc, sur cette carte, vous voyez en vert les localisations prévues des belvédères. C'est en cours de construction, donc il y a des belvédères, vous allez voir, qui sont déjà inaugurés, puis il y en a d'autres qui sont encore en cours de discussion et encore un petit peu de travail. Et puis en rouge, c'est les aires de service qui seront aussi déployées parallèlement sur le réseau de randonnée. Donc les points de vue révélateurs de paysages. Donc avec des propositions qui sont très très variées sur ces belvédères. On a des belvédères qui sont des constructions déjà existantes et qu'on va aménager pour rendre accessibles au public, et puis des constructions in situ. Donc là, on a 3 belvédères qui ont été inaugurés chez nos voisins belges déjà, avec le fort Knocke à Haute-Ulst, qui est très intéressant comme point de vue, hein, c'est un aménagement. Mais effectivement, quand on monte à l'intérieur de la structure, on a une vue assez plongeante sur la vallée de l'Isère, mais on voit aussi des traces des anciennes fortifications dans le paysage. Et effectivement, là, ça justifie ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que si vous restez sur le sentier de randonnée, on ne voit pas cet élément du paysage. Par contre, si vous prenez 3 mètres, je ne sais pas exactement combien elle fait de hauteur, la tour, mais en tout cas, on arrive à apercevoir ces éléments sur le paysage. Donc tour allemande, on ne savait pas trop à quoi elle servait. Il y a eu des pistes, mais en tout cas, on a décidé de l'aménager pour qu'elle soit accessible aux randonneurs. Et en haut de cette tour allemande, eh ben, on a une vue magnifique sur les monts, et ça va jusqu'au mont Français. Donc on voit, finalement, c'est là où cette frontière, elle s'efface. Donc on a une vue vraiment panoramique à la fois sur la plaine flamande, mais on voit aussi les monts côté français. L'église de Laurenin qui vient aussi d'être inaugurée au mois d'avril, où là aussi c'est un bâtiment cultuel, mais qui est ouvert au public, avec une vue, pour le coup, c'est assez, on prend vraiment de la hauteur pour le coup. D'autres aménagements qui sont prévus côté belge, avec un aménagement à Dixmude qui donnera une vue sur l'Isère, avec une inauguration prévue en septembre, la tour de Cosmos à Hovland, et puis aussi l'aménagement du toit terrasse à Coxide, donc à la maison des dunes, avec une vue là, magnifique sur les dunes et jusqu'aux côtes aussi, jusqu'au littoral français. Donc c'est chouette là aussi. On efface complètement cette frontière entre deux pays qui n'existe pas en termes de paysage. Côté français, alors je vous ai pas détaillé tous les belvédères, mais en tout cas on est plutôt côté français dans une dynamique d'aménagement beaucoup plus léger, in situ dans le paysage, où on va utiliser les éléments paysagers, les végétaux, les lignes du relief, pour proposer des points plutôt de contemplation sur le paysage. Pas forcément prendre une grande hauteur, mais dire voilà, on peut même utiliser les lignes horizontales pour contempler le paysage sur un point de vue déjà existant, des monts par exemple. Donc je vous livre les premières images. Alors ces 2 images ici sont issues d'une étude paysagère qui a été faite au Mont Noir. Et puis en haut, c'est les premières esquisses qui nous ont été proposées par les cabinets qui ont été missionnés. Donc l'agence Haddock et Troisième Paysage, et on voit bien en fait qu'ils vont utiliser une haie existante que vous voyez sur la photo en haut. Donc ici, de mémoire, c'est Terre des Games, je pense, hein, c'est ça. Et donc ils vont utiliser cette haie existante. On l'enlève pas, on la travaille, on prend de la hauteur. Également ces éléments verticaux qui font référence au sol tétard qui sont très présents sur ce territoire et qui rappellent ces éléments verticaux. Et donc on prend juste un petit peu de hauteur pour aller contempler ces points de vue, cette vue panoramique sur le paysage. Donc c'est en avant-première qu'on vous les présente. Et donc aussi, par rapport à ces belvédères, il nous a semblé aussi important à un moment donné, à une certaine étape, de dire voilà, c'est bien, on a ce réseau de randonnée, on a ces
point de vue sur le paysage, sur ce réseau de randonnée, mais comment on va parler de ces belvédères, comment on va parler de ce sentier de randonnée, et donc comment on va relier un petit peu tout ça. Et donc on a fait tout un travail de mise en récit de cette Flandre transfrontalière, parce que c'est, comme je le disais, il y a quand même une frontière nationale entre ces deux secteurs qui n'est pas neutre. Et donc, il fallait trouver un lien, comment on allait parler d'une seule voix entre la Belgique et la France. Autour d'une thématique qui nous a semblé commune, tous les opérateurs ont été unanimes là-dessus. La thématique, le lien qui était évident, c'est quand même les paysages et comment on magnifiait ces paysages pour en parler. Donc on s'est fait appuyer par une agence qui est l'agence Haken, qui est une spécialiste de la mise en récit au niveau touristique versant français, donc Laurence Giuliani, qui nous a proposé une méthodologie qui nous semblait intéressante et qui mettait pour le coup l'habitant au centre de la démarche. Donc elle est venue en immersion en Flandre. Elle a rencontré tous les opérateurs, elle a visité tous les sites prévus pour ces belvédères. Elle a fait des interviews de personnes locales qui pouvaient être intéressantes pour recueillir leurs témoignages. Et puis, on a organisé aussi 2 ateliers. Et en tout cas, c'était intéressant aussi de voir comment nous, Français, et comment nos voisins belges pouvaient voilà, expliquer finalement ce récit potentiel. Et dans ce panel de personnes, donc dans ces ateliers, on a invité des habitants et aussi des professionnels du tourisme. Alors, c'était une première étape aussi pour nous d'implication des habitants dans le cadre du projet. Et c'était important aussi pour nous parce que finalement, cette mise en récit, elle ne peut pas être déconnectée du territoire. Il faut absolument qu'elle vienne du terrain, du terreau, on va dire, pour qu'elle ait du sens et qu'elle soit pérenne après le projet. Et que chaque opérateur du projet puisse se l'approprier aussi. Et ben voilà, ben, je vais me dépêcher. Et donc voilà, donc tout ça, ça va permettre d'alimenter nos outils de communication, nos outils de médiation et les micro-aventures qu'on va développer. Mais j'ai presque fini de mémoire. Voilà, ben, voilà, de toute façon, il y a les carnets qui sont en ligne. Vous lirez, je vous ai mis aussi en avant-première un extrait de ce récit qui va se travailler autour du vent et aussi quelques exemples d'outils de médiation liés au paysage et voir comment on va les attirer le regard sur ces paysages. Pas forcément les expliquer textuellement, mais attirer le regard sur des choses qui sont intéressantes dans ce paysage. Les micro-aventures pour les familles, ben, je vais en parler très très vite parce qu'on en a parlé en aparté avec les autres intervenants. On n'a pas encore avancé sur ce projet. En tout cas, ça fait partie d'un axe de développement, enfin de travail qu'on doit mettre en œuvre avec 7 micro-aventures qui sont prévues sur la thématique des paysages. Des micro-aventures qui peuvent être numériques, qui peuvent être papier, qui peuvent être des outils. Là, on n'a pas encore travaillé là-dessus, mais en tout cas, ça a fait partie des axes importants dans le climat ouvert d'aller travailler les familles et leur permettre de découvrir cette aire de randonnée. L'implication des habitants, je l'ai dit, on a posé une première paire, un premier temps fort avec les ateliers de mise en récit, mais il y en aura d'autres. On va aussi travailler avec des collèges, avec des scolaires pour mettre en place un partenariat, notamment avec le CAUE, pour impliquer les jeunes, avec l'objectif qui est quand même une production d'un parcours ou d'une exposition suite à ces actions. Et d'autres temps forts qui viendront et qui n'ont pas encore été imaginés, mais en tout cas, ces ateliers avec les habitants vont ponctuer l'ensemble du projet. Voilà, j'ai terminé. Juste pour vous dire effectivement qu'on est à mi-chemin dans le cadre du projet Climat ouvert et qu'il y a encore pas mal de travail à faire, et notamment de travail pour que le projet soit pérenne et que d'autres produits touristiques puissent se développer sur cette base qu'on est en train de construire à l'échelle de la France transfrontalière. Et donc, si vous êtes intéressé, effectivement, n'hésitez pas à aller voir le site internet et le LinkedIn qui présente l'avancée régulière de ce projet